À minuit 15, le 6 juin 1944, les premiers combats surviennent au pont de Bénouville. Très vite, les escarmouches et les alertes se multiplient des rives de l'Orne jusque dans le Cotentin. Les troupes rejoignent leur poste, les unités de la Kriegsmarine sont sur le qui-vive et la Flak engage les escadrilles alliées qui sillonnent le ciel normand. Si le réveil peut s'avérer brutal, les soldats allemands se sont rapidement mis à l'œuvre, même si les ordres peuvent tarder à venir. Les premiers affrontements qui s'engagent contre les forces aéroportées alliées sont très rapidement placés sous le sceau de la confusion. Un combat nocturne est déroutant par nature. Il l'est tout particulièrement lorsqu'un ennemi venu du ciel surgit de toutes parts. Mais la question se pose, s'agit-il du véritable débarquement? Le journal de guerre de la 7e armée rapporte. À 2h15, le commandant en chef de la 7e armée fournit au groupe d'armée B l'évaluation temporaire de la situation suivante. L'effort principal des parachutages ennemis est indiqué dans le secteur de la 716e division d'infanterie, dans le sud-est du Cotentin. À 2h50, l'évaluation de la situation reste encore confuse et les rapports sont fragmentaires, voire même erronés. Les communications avec les unités allemandes du secteur de Sainte-Mère-Église ont été coupées. Des parachutistes sont signalés dans le secteur de l'Essai. Des leurs sont également parachutés, des renforts arrivent par planeur, des radars ont observé une activité en mer, mais l'interruption des communications empêche de disposer de davantage de détails. Une demi-heure plus tard, à 3 heures passées, on indique que des engins de débarquement se trouvent à l'embouchure de l'Orne. Sur le terrain, seules quelques unités allemandes affrontent les unités aéroportées alliées, de façon isolée et sans aucune coordination. Si un pont essentiel comme celui de la Fière est âprement défendu, un carrefour important comme Sainte-Mère-Église tombe presque sans combat. La réaction du haut commandement allemand le 6 juin 1944 s'avère au mieux chaotique. Ce n'est que vers 3 heures du matin que le haut commandement, alors à Berchtesgaden auprès du dictateur, reçoit les premiers rapports du haut commandement de l'Ouest, dont le responsable est le maréchal von Rundstedt. Il reste tout de même vague à propos d'opérations en cours à l'Ouest en Normandie, sans donner plus de détails. Néanmoins, Rundstedt, par la voix de son chef d'état-major, demande à pouvoir disposer immédiatement des divisions de Panzer de réserve du haut commandement. La H-Juden et la Panzerlehr sont mises en alerte très tôt dans la nuit, à 2h30 pour la première et 4h15 pour la seconde. Les commandants respectifs de ces deux puissantes unités rongent alors leurs freins, en attendant avec impatience de rejoindre la côte. Cependant, ni Jold, le chef d'état-major du haut commandement, ni son adjoint ne se sont montrés à la hauteur des enjeux de l'événement. 2 des 4 divisions blindées de réserve ne sont finalement libérées que sur ordre express en début d'après-midi du dictateur. Cependant, l'ineptie de Jold peut se traduire aussi par le fait qu'il confirme à son chef d'état-major l'ordre de conduire sa mission en Italie. Rome est tombée la veille et les troupes du groupe d'armées en Italie sont en retraite. L'urgence de la situation et la rapidité de réaction qu'il importe de conduire ne semblent évidentes qu'à la 7e armée, dès le début de la nuit du 5 au 6 juin et plus tardivement au groupe d'armée B. L'absence malencontreuse de Rommel, alors en permission en Allemagne, ne fait qu'accentuer les difficultés. L'ineptie de la chaîne de commandement allemande éclate au grand jour. Faute d'avoir les coups des franches, ainsi que le voudrait le concept de l'armée allemande, les responsables de l'armée de terre ne peuvent user du formidable outil de combat dont ils disposent selon leur volonté, alors que les maigres chances de la Wehrmacht exigent une réactivité sans faille. La 21e Panzer, réserve du groupe d'armée B, est placée sous le commandement de la 7e armée à 5 heures du matin. Elle reçoit l'ordre d'intervenir contre la tête de pont aéroportée britannique. Mais ce n'est qu'à 6h45, alors que les débarquements ont commencé sur Utaha et Omaha et que la flotte est en position, qu'un tel ordre est donné. Et il ne concerne que le seul Panzer Grenadier Régiment 125, donc une infime part du potentiel de la division. Une attaque en règle de la majeure partie de ces 17 000 hommes et de ses blindés dès l'aube aurait pu sonner le glas de la 6e British Airborne. Fort de son succès, qui aurait sensiblement fragilisé la tête de pont finale obtenue par les Alliés, on peut imaginer que la division aurait pu se déployer en force devant Caen,
au plus près de Sword Beach, qu'elle aurait pu tenir sous le feu de son artillerie, certes non sans subir de terribles tirs d'artillerie navale ou même de bombardements aériens, mais ces derniers n'auraient pas suffi à conjurer entièrement la menace. Alors, posons-nous la question, pourquoi un tel délai? Les retards ont été nombreux, Rommel est absent, son chef d'état-major tergiverse au groupe d'armée B et le commandant de la 21e Panzer, le général Feuchtinger, est absent pendant les premières heures. En effet, il s'est accordé du temps à Paris en compagnie de sa maîtresse. Oui. Ce n'est qu'à 5h20 qu'il est enfin de retour à son QG de Saint-Pierre-sur-Dive. Comme on l'a constaté, il faudra donc attendre encore 1 heure pour obtenir de lancer les opérations contre les paras, puis l'ensemble des Panzers peut également participer à la contre-attaque. Le sort de la 6e Airborne semble alors totalement scellé. Mais à 10h15, un contre-ordre du général d'air artillerie Marx leur enjoint de faire face au débarquement sur Sword Beach, désormais jugé plus préoccupant. C'est donc le Panzer Grenadier Régiment 125, assisté de quelques blindés, qui va prendre en charge la lutte contre les paras. Il n'est pas seul. Des éléments de la 711e division d'infanterie participent aussi au combat, et il est demandé à la Luftwaffe de fournir l'essentiel de son effort dans ce secteur, preuve qu'il est jugé comme important, et de toute façon cette zone est la plus proche pour des appareils en provenance de la région parisienne. Qu'en est-il des combats menés contre les paras américains? Le Kampfrugenmeyer, la 352e division d'infanterie, reçoit l'ordre d'anéantir toute unité parachutiste ennemie dans le secteur de Carentan-Isigny. À l'est de ce secteur, la contre-attaque sera menée par la 709e division d'infanterie, appuyée par le Grenadier Régiment 1058. À l'ouest de la même zone, les forces ennemies, estimées à une division, seront attaquées par le reste de la 91e Luftwaffe Division, soutenue par quelques panzers. Toutefois, loin de déboucher sur une contre-attaque organisée, les Allemands vont se contenter de frappes limitées et de bien trop faible envergure, alors qu'il est urgent de frapper en force un adversaire encore à portée, faute de disposer d'armements lourds et du soutien des forces amphibies. Pour nombre de soldats allemands, que ce soit dans le Cotentin ou à l'est de l'Orne, cette nuit de combat face aux forces aéroportées se déroule encore une fois dans la confusion. À 6h30 dans le secteur d'Utah Beach et d'Omaha Beach, 1 heure plus tard sur Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach, les soldats allemands subissent l'assaut amphibie des forces alliées. Les soldats allemands sont en position dans leur abri bétonné depuis des heures, observant l'ennemi se préparer à l'assaut qui survient lorsque l'aube pointe. Pétrifiés par le spectacle de la puissante armada alliée, bombardés par l'aviation, pillonnés par l'artillerie navale, les défenseurs allemands, terrés dans leur bunker, pensent que c'est la fin. Des tanks amphibies surgissent alors des flots. D'autres, sur les plages britanniques, armés et équipés spécifiquement pour le D-Day, débarquent et s'en prennent aux obstacles de plage ou ouvrent le feu sur les embrasures avec un feu meurtrier. Partout, roquettes, obus et bombes frappent les défenses dans un déchaînement assourdissant de bruit. Pourtant, le béton des bunkers, presque tous intacts, protège admirablement les défenseurs. Les garnisons côtières vont être prises d'assaut. À Utah, la poignée de défenseurs est neutralisée en l'espace de quelques dizaines de minutes. Sur Omaha Beach, le combat semble un moment tourner en faveur des Allemands, qui déciment les assaillants, mais la disproportion des forces est telle que la plupart des points fortifiés sont submergés. Peu de soldats allemands survivants pour en témoigner. Certains points d'appui restent une nuisance dans l'étroite tête de pont, jusqu'à la nuit tombante, et même le lendemain matin. À la pointe du Hoc, les Allemands repoussés parviennent à assiéger la poignée d'assaillants dans un périmètre des plus exigus. Mais la puissance de l'artillerie navale empêche de les repousser à la mer. Ailleurs, sur les plages anglo-canadiennes, les défenseurs se battent avec l'énergie du désespoir, offrant le plus souvent une résistance tenace, causant parfois de lourdes pertes aux assaillants, comme au Hamel ou sur Juno Beach. Les mitrailleuses crépitent, les pièces anti-chars sèment la destruction, les mortiers et l'artillerie frappent les assaillants sur les plages. Mais la lutte semble vaine. Les soldats allemands font leur devoir dans l'attente de l'arrivée des renforts. Mais que font les panzers? La cause est vite entendue. À midi, les Alliés ont établi une tête de pont entre à l'ouest de la Vire et Ranville à l'est de l'Orne. Le groupe d'armée B a réclamé l'envoi de la 12e Panzer Division dans le secteur de Caen. À ce moment-là, la situation est jugée comme favorable dans le secteur d'Omaha Beach. Pour vous dire la confusion,
À 13h35, la 352e division d'infanterie informe que l'ennemi est rejeté à la mer. La 7e armée indique que la contre-attaque de la 91e division d'infanterie dans la zone de Sainte-Mère-Église est lancée comme prévu. Ce jugement est bien trop optimiste. On juge alors que la 12e Panzer Division sera capable de détruire les débarquements d'Utah Beach et les parachutages des 82e et 101e Airborne. Toutefois, Dolman, le chef de la 352e division d'infanterie, prend sur lui de mettre en alerte quelques unités stationnées en Bretagne, avec ordre de se préparer à monter en ligne en Normandie. La 77e division d'infanterie, la 266e et la 275e sont mobilisées. Il semblerait donc qu'il juge impossible de refouler l'ennemi à la mer avec les troupes dont il dispose, sans quoi il a parfaitement raison. Mais il s'agit seulement d'une mise en alerte. Ils sont d'autant plus persuadés d'être confrontés à une offensive majeure. La prise de pont et le bombardement de positions côtières entre la Vire et l'Orne, la profondeur des zones d'opération et aéroportées, tout milite pour une telle interprétation. À 15h, la zone Camp-Bayeux est jugée la plus dangereuse. Il n'y a plus de réserve immédiate car la 21e Panzer est déjà très engagée et la 716e division d'infanterie très diminuée. Le groupe Meyer, qui s'est dirigé pour rien vers Karatan et n'a pas non plus été engagé sur Omaha, où il aurait pu faire toute la différence, est étrillé par les Britanniques débarqués sur Gold et se trouve virtuellement anéanti. Seule une poignée d'hommes et de canons d'assaut sont épargnés par le désastre. Comment dès lors éviter celui-ci? La 7e armée ordonne donc au 1er Panzer Corps de contre-attaquer dans le secteur avec la 12e Panzer Division et la Panzer Lehr. La 716e division d'infanterie et la 21e Panzer seront également sous ses ordres. Dietrich doit isoler les troupes ennemies à l'est de l'Orne et rejeter à la mer les forces débarquées à l'ouest du fleuve. Le problème est que les divisions susnommées ne sont pas encore arrivées sur le front. Il aurait fallu les prévenir dès les premiers parachutages. Or, la mise en mouvement vers la côte ne commence que dans l'après-midi, alors que la tête de pont est établie et que l'aviation alliée peut s'attaquer aux colonnes. Même si les pertes ne sont pas si graves qu'on pouvait le craindre, la gêne reste considérable et cause des retards préjudiciables. Pourtant, à 16h20, c'est un message surréaliste que la 7e armée fait parvenir au QG. Il n'y a pas de danger immédiat puisque les forces ennemies sur la côte est de la péninsule du Cotentin n'ont pas encore effectué leur jonction. La péninsule est supposée pouvoir être nettoyée par les troupes déjà allouées à sa défense. Pourtant, l'arrivée de renforts en provenance d'Utah Beach permet d'effectuer cette jonction. Quant aux contre-attaques allemandes, elles progressent lentement en raison de la difficulté du terrain, selon la 7e armée, comme si la formidable puissance alliée ne rentrait pas en ligne de compte. Au même moment, la situation à Omaha apparaît renversée du tout au tout. Les défenses se sont effondrées sous le poids des assaillants, désormais bien soutenus par des tanks, mais aussi par des destroyers qui ont osé se rapprocher des côtes. Le QG de Dolman pense alors que Bayeux constitue l'un des objectifs des forces débarquées à Omaha et Gold. Bayeux est donc menacé. On se décide donc enfin à autoriser le départ de la Bretagne. de Bretagne de la 275e division d'infanterie qui doit embarquer sur les trains à 19h, celui de la 265e et de la 353e en sus d'une section anti-char de la division, tandis que le groupe d'armée B consent à ce que des éléments de la 711e participent au combat contre les para-britanniques, décision qui ne se fait pas sans difficulté en raison des réticences de la 15e armée. Pendant ce temps, la 21e Panzer Division, qui a dû renoncer à s'attaquer en force à la 6e Airborne, lance enfin sa contre-attaque en direction de la mer. Les Panzers et les Panzers Grenadiers doivent traverser l'Orne à Colombelles et à Caen. Le commandant du régiment de chars de la 21e Panzer parvient au pont de Vaucelles à Caen, seulement à 11h45, soit près de 4 heures après les premiers débarquements. Les décombres bloquent parfois le passage et les colonnes sont prises dans le bombardement de 13h30. Les pertes restent très légères, mais les retards sont toutefois considérables et ce n'est qu'à 15h que la contre-attaque commence. Les défenses britanniques sont cependant étouffées avec des Sherman et de nombreuses pièces anti-chars. Déployées dans la plaine,
Les Panzers offrent des cibles idéales. 14 d'entre eux sont alors touchés. À 20 h, le ciel se remplit d'une multitude d'appareils. Ces renforts, expédiés par planeur à la 6e Airborne en fin de journée, sont perçus comme des mesures visant à contrecarrer l'avance de la 21e Panzer. Le journal de la 7e armée souligne que l'artillerie navale alliée a été particulièrement préjudiciable au cours des contre-attaques. On espère alors que la 21e Panzer, la 12e Panzer et la Panzerlehr pourront se rassembler pour attaquer de concert. Jolde lui-même a ordonné la concentration de toutes les unités face aux zones de pénétration ennemies, ordre relayé par le chef d'état-major de Rouge-Tête. Les Alliés doivent être repoussés à la mer dans la soirée. Un vœu pieux, la tête de pont est bien trop solide. La Panzerlehr n'a pas pu intervenir ce 6 juin, pas plus que la 12e Panzer. Le soir, à 23 h 40, Dollmann requiert le renfort de la 77e division d'infanterie et de la 266e, mais le maréchal Rommel, enfin de retour d'Allemagne, se contente d'ordonner de les maintenir en alerte et prêts à intervenir. On est surpris qu'il n'exige pas d'accélérer le mouvement. N'a-t-il pas prévu que les 24 premières heures seront décisives? Met-il trop de confiance dans l'action concentrée de la Panzerlehr et la H-Duden prévue pour le lendemain? Ou bien craint-il de nouveaux débarquements? La 7e armée exige également davantage de moyens en artillerie et en antichars. La tête de pont alliée est-elle assurée? On dénombre en fait 4 zones isolées les unes des autres, d'autant plus que le secteur à l'est de l'Orne semble encore fragile. Il apparaît encore possible à l'état-major allemand de stopper la progression des Alliés, puis de les rejeter à la mer. Rommel est certes globalement satisfait des mesures prises par ses subordonnés, mais juge particulièrement décevante l'action de la 21e Panzer. Trop peu de planeurs ont été détruits et aucune contre-attaque efficace n'a été lancée. Il semble pourtant encore pouvoir espérer l'emporter. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo pour le 6 juin 1944. Je ferai sans doute une vidéo pour le 7 juin 1944, voir si les contre-attaques allemandes ont eu lieu et ont réussi. Bon, vous avez quand même une idée de ce que ça va donner. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir et je vous dis à ciao, bonsoir.